je trouve plus ma place, je me suis perdue. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. On parle souvent de la séparation comme d'un échec, encore plus quand il y a des enfants, et encore plus quand on est exposé publiquement. Quand 600 000 personnes suivent votre histoire, par exemple. Quand votre couple existe aussi sur Instagram, quand votre quotidien, vos voyages, vos enfants parfois deviennent un contenu. Mais alors, comment on fait famille quand on n'est plus un couple ? Comment on protège ses enfants quand tout le monde a un avis ? Comment on gère une séparation quand on est deux personnes publiques et toujours en mouvement ? Bienvenue dans l'AMIF, le podcast qui explore la famille telle qu'elle est vraiment. Parfois belle, parfois chaotique et souvent en train de se réinventer. Je suis Pauline Borgia et avec Wikaza, on a envie de vous la faire découvrir autrement. Wikaza, c'est la plateforme qui permet de soulager votre charge mentale grâce à des services de ménage, de beauté ou de massage à domicile. Parce que parfois, déléguer, ça sauve du temps, parfois ça sauve même la vie ou une coparentalité. Bonjour Julia Flabat. Bonjour. T'as vu comment j'ai introduit le sujet ? Ouais, exactement. Donc je vais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Vas-y. T'as beaucoup d'abonnés, t'es très connue, t'as fait de la télé, t'es aussi journaliste papier. C'est plus ton truc finalement que... Parce que là je te disais, tu veux pas faire un podcast à toi ? Et tu m'as dit, bah moi pour l'instant je suis plus dans l'écriture, ouais. Donc voilà, donc Julia, tu es créatrice de contenu, tu es journaliste, blogueuse, mannequin, créatrice de marque, bref, tu fais beaucoup de choses. Et accessoirement, j'ai déjà dit dans le podcast, alors parfois les gens qui viennent ici deviennent mes potes derrière. Je sais pas ce qui se passe avec ce podcast, c'est un podcast très où il y a des grandes amitiés qui se lient. Toi, t'es déjà mon amie. En fait, Nous, on a fait dans l'autre sens. Nous, on a fait dans le sens. Pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent un petit peu, on s'est retrouvées toutes les deux dans une sorte de retraite qui était une retraite mi-spirituelle, mi-fête. Ouais, et mi-sport. Mi-sport, ah oui. Ouais, ça j'ai oublié parce que j'en ai pas fait beaucoup, moi, très honnêtement. Toi, t'étais beaucoup plus... assidue. Ah ouais, clairement. Et bah, ça a matché et on s'est aimé, que voulez-vous, voilà. Ceux qui nous écoutent. Exactement. Aujourd'hui, on va parler de famille et de toi, mais déjà, est-ce que tu pourrais nous faire un point sur, vite fait, ton parcours, vite fait où t'en es aujourd'hui professionnellement ? Professionnellement, oui, moi ça va faire maintenant plus de 10 ans que je suis créatrice de contenu sur Instagram. Au départ, j'étais vachement dans la beauté, la mode, et puis quand j'ai commencé à rencontrer Eddie et qu'on s'est mis ensemble et qu'on a eu notre premier enfant, on a commencé à voyager dans le monde entier. Et on a fait beaucoup de contenu sur le voyage, etc. Et je pense ces dernières années, c'est plus pour ça qu'on nous connaît aussi, c'est la famille qui voyage dans le monde entier. Et maintenant, je reviens petit à petit... vu la séparation, je reviens petit à petit à ce qui me faisait vibrer au départ. Eddie et toi, on en a parlé dans un autre podcast, je me permets de le placer, qui s'appelle Donne-moi tout, qui est mon autre podcast, où on a parlé de votre rencontre, etc. Exactement. Donc si on a envie d'écouter votre rencontre, on écoute Donne-moi tout. Exactement. Parce que tu as tout raconté dedans, mais en gros, vous êtes rencontrés en boîte de nuit, ça a été un peu compliqué au début, on se met ensemble, on sait pas, finalement, on se met ensemble. Et on vit 10 ans ensemble. Ouais. Il s'avère qu'Eddie est aussi un gros créateur de contenu. Exactement. Que toi, tu as vraiment la communauté, on est très attachés à toi, ta personne, parce qu'on t'a découvert aussi dans des émissions télé. Exactement. Et lui, il est vraiment dans la technique. Donc votre vie, c'est beaucoup voyager, vous occuper des enfants, beaucoup voyager, mais en vrai, beaucoup travailler. En fait, vous travaillez tout le temps. Ouais, il faut créer en permanence du contenu, être actif tout le temps. Donc oui, c'est un plein temps, quoi. Et un contenu de grande qualité. Eddie a beaucoup de ressources là-dedans, oui. Mais toi aussi. Ah oui, C'est-à-dire que mais... vous travaillez énormément vos contenus. Comment ça se passe quand... parce que je suis sûre que les gens, ils ont trop envie de savoir, c'était quoi votre quotidien ensemble ? Genre, une marque vous contacte, vous dit venez dans tel pays. Qu'est-ce que c'est ? En général, pour les voyages, oui, on bossait beaucoup avec des agences de voyage ou des hôtels, etc. Et en fait, ils te demandent à l'avance, on veut tel contenu, voilà. Donc Eddie avait tout un matériel exprès qu'il avait acheté pour pouvoir créer le meilleur contenu possible, comme des drones, les grandes perches, là, je sais plus, 360, c'est ça. Ça, c'était lui, c'était son domaine. Lui, il avait beaucoup la créativité et moi, j'étais plus dans la partie, on va dire, spontanée. Donc moi, je faisais plus les stories, les trucs qu'on filme entre nous, qui sont pas vraiment calculés. Et lui, il avait un travail en amont avant de partir où il recherchait vraiment les endroits où il voulait aller, les vidéos qu'il voulait tourner, il préparait tout à l'avance. Et sur place, après, ouais, c'était de la logistique aussi, quoi. Il fallait
pouvoir tourner, surtout si t'avais les enfants. Donc du coup, on partait souvent aussi avec la mamie pour qu'elle puisse un peu gérer les enfants pendant que nous, on tournait. Les montages aussi derrière. Le soir, on dormait très tard pour terminer les montages. Se relever le lendemain, t'avais des randonnées, des machins. Enfin, en fait, tu t'arrêtais jamais, quoi. C'était pas des vacances. J'écoutais un podcast où Amixem était invité, le podcast de Mathieu Stéphanie. Je trouve que c'est cool de se citer entre podcasteurs. Et Amixem raconte qu'il se rend compte aujourd'hui qu'il a fait beaucoup de voyages, mais des voyages pour le boulot, pour tourner. Donc un kiff quand même, oui. voilà. Mais il dit j'ai rien vu des pays. En vrai, je comprends totalement son point de vue parce que c'est un peu ce que je me disais, c'est une manière de voyager certes, mais tu profites pas autant que si tu faisais vraiment ton propre programme lambda et que t'avais pas la caméra derrière. Là, il faut toujours gérer l'image, il faut que ce soit parfait. Donc c'est beaucoup de prises de vue en permanence. Enfin, tu recommences 1 milliard de fois. Au bout d'un moment, tu te disputes parce que ça va pas, parce que c'est pas assez. Surtout que moi, Eddie était très perfectionniste, donc du coup là-dedans, c'était un peu. Il fallait que tout soit comme il voulait. Et c'était source de tension, source de stress, etc. Donc en fait, tu profites pas d'un voyage comme tu le ferais si t'étais en vacances, quoi. Je dois vous avouer un truc, même si j'aime du plus profond de mon cœur ma famille, le ménage gâche un peu notre quotidien. Du coup, quand je peux déléguer, je fais sans aucune honte appel à Wikasa. Sur Wikasa, tu peux réserver du ménage, mais aussi de la beauté et des massages avec des pros hyper qualifiés qui feront sûrement mieux le ménage que toi et moi. Et bizarrement, quand la maison est clean, tout va mieux. Quand tu rentres, les gens ils disent ah bah ça va, ta vie elle est cool, c'est détente. Je me souviens d'ailleurs quand on s'est vu au Maroc, je t'ai dit mais en fait t'as la vie rêvée des gens. Tu m'as dit ah pas tant. Bah on voit pas le derrière en fait. Nous on montre après, enfin les gens sur Instagram vont voir que la finalité du montage, tu vois. Donc ils voient que 1/10 de ce qu'on a vécu pour le créer, ce montage, tu vois, ce réel ou quoi que ce soit. Donc oui, derrière, il y a eu du stress, il y a eu les enfants qui étaient pas toujours faciles à gérer non plus, il y avait les conditions météo, il fallait se lever très tôt ou pas. Enfin, en fait, il y a toute une organisation derrière qui font qu'on n'imagine pas tout ce qu'il y a, quoi. Et du coup, comment vous gériez justement avec les enfants ? Est-ce que toi, tu avais de la culpabilité de te dire bah en fait, je profite pas de mon voyage avec les enfants ? Est-ce que les enfants comprennent ce qu'on fait ? Les enfants comprennent, parce que depuis tout petit, ils nous voient tourner, etc. C'est même eux, des fois, qui nous demandent qu'ils veulent être sur l'image ou quoi. Et alors, il y a des moments où ils veulent pas du tout, et que du coup, quand ils voulaient faire des plans famille, qu'il fallait recommencer 10 000 fois, des fois, les enfants se disaient « Ah, j'ai pas envie. » Donc du coup, tu restais 3 heures sur le lieu en attendant qu'il soit calmé, qu'il ait envie, donc on lui redonnait la motivation en jouant avec, etc. Il fallait la patience, beaucoup de patience. Mais les enfants comprennent parce que ils nous ont tout le temps vu faire ça, en fait. Maintenant, ils comprennent plus. Je pense que petits, ils étaient plus... ils nous saoulent avec leurs photos. Maintenant, ils le prennent comme un jeu. Comme un jeu, ouais. Justement, tu connais un peu mon avis sur l'exposition des enfants. Ça a été un vrai sujet. Une autre amie à moi, Juliette Katz, elle est carrément outrée que les gens exposent leurs enfants parce que elle parle de la pédocriminalité, etc. Exact. Qui est un sujet dont on a parlé toutes les deux d'ailleurs. Comment toi, tu te positionnais face à ça ? Moi, au début, j'étais pas trop pour. Je me souviens que les 3 premiers mois où j'avais accouché d'Edan, je voulais pas l'exposer. Et puis un jour, je sais pas, il était sur une photo trop mignon et tout, et t'as ta communauté en fait avec qui t'as grandi, qui t'a vu avant de devenir maman, qui ensuite t'a vu devenir maman et qui a envie de voir la suite, l'évolution. Et au début, je cachais, et puis en fait, un jour, on l'a montré comme ça spontanément, et en fait, il y avait que de la bienveillance. Bien sûr, la malveillance, tu la vois pas et elle va se faire certainement en cachet, tu vois. Mais à ce moment-là, on s'est dit, on était encore un jeune couple et on découvrait aussi le milieu d'Instagram. Ça faisait quoi, 2 ans, 3 ans que j'étais dans... Oui, t'avais pas conscience de ça, c'est ça que tu m'as dit. Toi, t'as jamais pensé à ça. Pas tant que ça, non, pas tant que ça. Pas sur les réseaux, du moins. Parce que moi, j'avais été confrontée, mais dans la vraie vie, pas sur les réseaux. Et puis bon, après, petit à petit, en fait, c'est devenu un... on a été ciblés très vite comme la famille, etc. On a eu beaucoup de collaborations grâce à la famille, etc. Donc en fait, après, c'est devenu un engrenage, quoi, d'exposer les enfants. C'est devenu naturel. Et puis eux, finalement, ils ont commencé à aimer ça. On les a inscrits dans une agence de mannequins. Du coup, ils ont également leur rémunération derrière, qui toucheront à leurs 18 ans. Eux, ils ont envie. Tu vois, et là, il y a pas longtemps, qui a fait une campagne pour une marque de vêtements, Zara et tout. Elle a adoré jouer le jeu, et en plus de se voir derrière et tout. Donc en fait, c'est un peu compliqué de vouloir
les cacher, sachant qu'eux, ils nous voient tout le temps nous exposer, qui commencent en plus à découvrir aussi, enfin je vois Edan qui a 9 ans là, qui commence à découvrir l'univers YouTube. Je me dis, ah là, non, je n'ai pas envie qu'il tombe dedans, tu vois. Mais au final, il s'intéresse parce qu'avec ses copains, il en parle et tout. Et donc, il me voit, moi, travailler avec son père dans ce milieu. Donc, il commence à s'intéresser à ça. Tu peux pas leur dire, non, je vais pas les exposer. À un moment donné, ils vont le faire eux-mêmes, tu vois. Mais on aurait pu être plus jeune, c'est vrai. Mais en fait, tout le rôle de famille qu'on a eu autour de ça a été très bienveillant, on va dire. Donc, on a continué à les exposer. Comment tu les protèges au quotidien ? Par exemple, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux Non, les réseaux sociaux, ils connaissent pas. Alors si, il connaît YouTube, Edan, du coup, parce qu'il joue à des jeux vidéo, donc il regarde des vidéos, comment on joue à celles de jeux vidéo, tu vois. Mais c'est des petits... Enfin, on est là pour surveiller. Et justement, je suis du genre à vraiment caler les horaires de télé, les horaires d'écran, oui, toi, etc. T'es stricte. Ça m'avait d'ailleurs surprise quand tu m'avais dit « Ah non, moi je suis assez stricte comme maman. » Ouais, non, pour ça, j'ai pas... En fait, je sais pas, je me dis, nous, on a grandi sans tout ça et on avait une bonne enfance. Et quand je vois ceux qui évoluent avec le milieu télé ou les écrans, les jeux vidéo, etc., j'ai pas envie de ça pour mes enfants, en fait. Donc, j'essaye de les préserver le plus possible, qu'ils restent encore ancrés dans la vraie vie, tu vois. Ouais, et t'as l'impression qu'ils sont ancrés dans la vraie vie, tes pour enfants ? L'instant, ouais. Ouais, qui sont légers, enfin, c'est pas léger le terme, c'est on veut préserver ça le plus possible, ouais. Qu'ils soient innocents, en fait. C'est ça. Parce que là, tu l'as cité rapidement. Pareil, si vous voulez écouter l'épisode de Donne-moi tout, elle raconte tout et je pense que on raconte pas ça 20 fois. Toi, tu as subi quelque chose de petite, donc c'est un sujet qui te touche énormément. Oui. Et d'ailleurs, tu racontes le fait que toi, au début, t'étais en surprotection limite des enfants. Ouais, surtout ma fille en fait, parce que là elle arrive à un âge où ça m'est arrivé aussi, donc et puis comme elle est exposée aussi, qu'en plus elle a l'air de faire l'unanimité, genre elle est trop jolie, machin et tout. Je regarde quand même attentivement, tu vois, j'ai un peu peur de ça, mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur moi pour pas lui transmettre ça aussi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que on dit justement qu'il y a le côté où il faut leur en parler, il faut qu'ils soient prévenus et qu'ils sachent se défendre. Et en même temps, si on les bourre de ça, parce que j'en ai parlé avec une psy dernièrement, une psy pour enfants qui m'a dit, parfois ils peuvent penser que ça leur est arrivé tellement on leur en a parlé. Moi j'ai eu le malheur en fait au début parler beaucoup avec Ella en disant attention, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à l'école qui est comme ci, comme ça, parce qu'on entend des histoires avec des animateurs. Oui, surtout en ce moment. Je lui ai bien appris les gestes, on n'a pas le droit de toucher tels endroits, etc. Tu vois, parce que donc à chaque fois je le répète à chaque fois, alors quel endroit on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de toucher ça. Alors une fois elle me dit oui, il y a un copain à l'école, il m'a touché là et tout. Et elle me dit j'en ai parlé direct à la maîtresse et tout. Je dis c'est bien et tout, tu vois, je l'ai félicité parce qu'il faut qu'elle se préserve et tout. Et elle savait que c'était mal et tout, enfin ça a été rapide, c'était un copain de son âge, tu vois. Mais du coup ils en ont parlé aux parents aussi pour bien qu'ils avertissent son copain qu'on fait pas ces choses là, tu vois. Mais ouais, et un jour je lui ai raconté que voilà, il y a aussi des gens malveillants dans les adultes qui peuvent, qu'il faut faire attention, que moi petite j'avais rencontré malheureusement j'avais ouvert la porte à quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'aurais pas dû et tout. J'ai essayé mais sans lui raconter en détail, tu vois. Mais du coup je lui ai créé une angoisse, le soir elle a peur que quelqu'un rentre dans la maison. Du coup je me suis dit mince, est-ce que j'ai bien fait ou pas? C'est compliqué en fait de trouver le juste milieu. Ce que tu pouvais. Ouais, mais tu sais, tu veux les avertir qu'il y a du danger, mais en même temps si tu leur avertis qu'il y a trop de danger et après ils ont peur de tout. Et tu veux leur garder leur innocence aussi, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'un grand psychanalyste, je crois que c'est Freud qui a dit ça, que toute éducation serait ratée, donc on arrête de se mettre la pression et qu'on fasse ce qu'on peut en fait, avec ce qu'on a, pour leur donner le plus d'amour possible, c'est déjà la base. Donc les deux petits, donc tes enfants, moi j'ai trouvé ça très intéressant, ta manière aussi de me dire, lorsqu'on était en voyage ensemble, je te dis oh là là, moi je culpabilise. Il me manquait, mais j'étais plus en culpabilité de je suis pas là, il va sortir de l'école, je suis pas là, etc. Que en fait triste de pas le voir parce que je sais que je vais le retrouver. Et toi tu m'as dit non, moi ça va. Ouais. Et j'ai dit on a le droit de dire ça. Trop bien. C'est vrai qu'on peut culpabiliser de se dire de pas voir mes enfants, ça peut faire du bien. Moi je sais que j'ai beaucoup donné, surtout Edan, pendant 18 mois où il avait un RGO, j'étais collée à lui. Donc après j'ai appris à respirer aussi sans lui à un moment donné et ça m'a fait du bien. Et ça, du coup maintenant ça m'a permis en fait de pouvoir partir en voyage sans eux, de pouvoir profiter aussi d'une vie sans eux, pas toujours coller à eux et de me dire mince, qu'est-ce qu'ils font, ils sont où, ils me manquent. En plus je sais qu'ils sont entre de bonnes mains en général quand je les laisse. J'ai des nouvelles tous les jours, j'arrive à leur parler aussi tous les jours et
Ça suffit en fait. Donc non, je suis pas la maman qui va être collée et qui va avoir peur. Bien sûr, je peux avoir des frayeurs, tu vois. Je sais qu'une fois, j'avais laissé, c'était la mamie qui gardait les enfants. Et en fait, elle partait pour aller au parc ou je sais pas quoi. Et en fait, elle attendait qu'Edan sorte de l'appart. Mais entre-temps, et là, après, elle est montée dans l'ascenseur et la porte s'est fermée. Et elle avait 2 ans et demi. Et là, elle m'a mis en panique, tu vois. Et elle m'appelle, genre... tu sais pas ce qui nous est arrivé, j'ai failli perdre l'air. Genre, bah super, enfin là, ça te met une frayeur. Donc, il y a des moments où tu te dis, merde, je lâche peut-être trop prise et tout. Par chance, et là, en fait, elle a atterri au 0. Au 0, il y avait le gardien. Le gardien a dit, mais qu'est-ce que tu fais là toute seule ? Et il a attendu que la mamie descende. Elle est descendue du coup au 0, mais elle aurait pu aller dans n'importe quel étage, on sait pas, tu vois. J'avoue que moi, ça m'a déjà terrorisé que quand Leonardo mon fils attend à la porte de l'ascenseur, et à des moments, il s'éloigne et le truc se ferme. Et je suis là, parce que c'est vrai que s'il s'arrête à un étage, tu le cherches partout, Mais c'est la panique. Tu sais pas à quel étage il est, puis à quel moment tu peux le retrouver, quoi. Il y a 14 étages dans l'immeuble. Mais c'est fou, ça. Je trouve que dans la maternité, on nous prévient pas de ce truc-là. Je crois que c'était quand Leonardo avait genre 3 mois, où à un moment, j'étais au supermarché et je sais pas, je laisse la poussette 1 seconde pour aller au bout du rayon, mais vraiment je suis à quelques mètres de la poussette pour aller chercher un fromage ou je sais pas quoi, et dans ma tête je me suis dit ah purée, mais en fait sans moi il peut plus rien faire. Et de réaliser à quel point je suis importante pour lui, c'est hyper vertigineux en fait. Parce que sans nous, ils peuvent pas survivre dans le monde, quoi. Enfin, il y a des choses à faire. Mais ils pourraient, mais effectivement, on est leur point de repère, quoi. Donc on doit être stable, bien dans nos bottes. Mais c'est pas vrai, parce qu'on a tous nos traumas et nos choses à régler. Toi, en l'occurrence, pendant toutes ces années, t'as fait un vrai travail psychologique, physique, de différentes manières. Est-ce que tu peux nous parler un peu des thérapies, des retraites ? Bien. Déjà, j'avais vécu des choses dans la relation avec Eddie qui m'avaient un peu éteinte, tu vois. Et je me suis dit, à un moment donné, je trouve plus ma place, je me suis perdue. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Et je sens qu'il y a des choses qui vont pas. Et puis, quand tu dis je me suis perdue, tu te sentais comment ? Je me sentais en fait éteinte. C'est comme si j'avais plus vraiment... Tu vois, tout le monde nous disait, t'as la vie rêvée, tu voyages autour du monde avec tes enfants, etc. T'as une vie de rêve. Et tout le monde me faisait cette remarque. Et je me disais, mais est-ce que je suis heureuse, moi, en fait, dans tout ça ? Et je me sentais pas heureuse. Et pourtant, j'avais la vie de rêve, tu vois. Donc, je pouvais pas me plaindre. Mais à côté de ça, non, il y avait des choses qui faisaient que, voilà, il me manquait quelque chose. En fait, je sentais quelque chose d'éteint à l'intérieur, tout simplement. Et donc, je me suis dit, il faut que je retrouve cette lumière en moi, en fait, cette créativité, cette vibration. Je vibre plus. Enfin, il y a un truc qui... Et puis, comme par hasard, au moment où je commence à me dire que là, en plus, j'avais pris du poids et tout, tu sais, j'avais vraiment un mal-être profond à l'intérieur. Et quand j'ai commencé à me dire, il faut que je me réveille, là, il y a tout qui est arrivé sur mon chemin, comme si c'était prémédité, tu vois. Et l'univers qui t'envoie tout sur ton chemin. Donc au début, je rencontre Myriam qui me parle des retraites, tu vois, de femmes, sport, etc. Donc déjà là, c'est la partie où je me retrouve en tant que femme, hors famille, hors enfant. Il faut qu'on cite Myriam, donc c'est la retraite de Summer Body and Soul. Et vraiment, alors c'est un petit budget quand même à investir. On est autour, je veux pas dire de bêtises. Pour les femmes qui nous écoutent, ça peut peut-être, ou les hommes d'ailleurs, mais en tout cas, il y a que les femmes acceptées dans les summers. Hein. Ouais, c'est les femmes. C'est une semaine de sport le matin, plein de choses spirituelles dans la journée, plus du kiff dans des endroits trop cool, et le soir, la teuf. Voilà, un soir sur 2 à peu près. Mais je crois que c'était tous les soirs, non ? Si t'as envie, ouais. Après, et c'est au Maroc, et elle a monté ça un peu sur un coup de tête, quoi. Ouais, ça marche bien, ça cartonne bien maintenant. Mais ça cartonne bien et elle est trop forte. Et c'est un vrai... tu rentres de là-bas, ça fait du bien, tu vois. T'es lavé, quoi. Quand je suis rentrée, moi, la première fois, je me suis dit, waouh, en fait, ça m'a fait du bien de prendre du temps pour moi en tant que femme, tu vois. Ça m'a déjà réveillé la femme que j'avais un peu endormie, tu vois. Ouais. Et puis après, petit à petit, j'ai rencontré une autre influenceuse avec Kenza, elle s'appelle. On était dans un événement et on rencontre une autre fille qui s'appelle Elisa et qui nous parle des constellations familiales.
Et elle nous parle justement qu'elle a fait ça, qu'elle avait des traumas et tout, et que ça lui avait permis de réparer plein de choses en elle et tout. Kenza à fond dedans, genre viens, on le fait et tout. Moi je regarde son truc, je me dis c'est chelou ces constellations familiales, ça me paraissait mais lunaire, tu vois, vraiment lunaire. Je me suis dit ouais mais c'est, enfin elle me parlait de elles sont perchées ces meufs. Ouais elles sont perchées, tu vois. Et en fait par curiosité j'y vais quand même, mais je me dis j'ai pas de trauma moi dans ma vie, tout va bien, tu vois, je peux pas me plaindre, j'ai une vie de rêve. Et je fais abstraction de tout ce qui m'est arrivé en fait, tu vois, je suis dans le déni total de tout ça. Et du coup, je décide de faire la constellation pour ma sœur, parce que je me dis, parce que tu peux le faire pour quelqu'un d'autre, t'es pas obligé de le faire pour toi. Et je me dis, moi, j'ai pas de trauma, tout va bien, donc je vais le faire pour ma sœur qui a de la poisse et tout dans sa vie. Et en fait, je me rends compte que dans la constellation familiale, les personnes qui sont... Parce qu'en fait, toi, t'es assis sur un fauteuil, tu bouges pas, et t'as une hypnothérapeute qui est là, et qui va travailler avec des intervenants qui vont, entre guillemets, représenter quelqu'un de ta vie. Donc il y a quelqu'un qui représente ma sœur, quelqu'un qui me représente moi, quelqu'un qui représente ma mère, le père de ma sœur, tu vois. Enfin, et donc là, il y a comme une pièce de théâtre, tu regardes, et en fait, chacune, un par un, vont parler de ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils sont comme hypnotisés, en fait, et ils ressentent les énergies de ce que ressentent vraiment les personnes qui le représentent. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est chelou. Ouais, mais en fait, ça a beaucoup de sens. Mais ça marche beaucoup. Et en fait, elle va... J'ai la voix qui casse. Mais surtout, t'as soif de l'eau? Non, pas du tout. J'avais un chat dans la gorge. C'est le chat de Mikasa. C'est le chat de Mikasa. Désolée, elle l'a bouffé. Elle avait hyper faim. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, les personnes qui représentent du coup les personnes que je connais sont vraiment dans le juste. Tu vois, ma mère qui est représentée, c'est vraiment dans la justesse de ma mère. Et je me dis, mais j'avais pas du tout parlé comment était ma mère, tu vois. Donc je me dis, il y a quand même un truc très étrange. Comment c'est possible ? Et en plus, elle fait un système où elle sent que les énergies sont bloquées à tel endroit, donc c'est pour ça qu'elle a de la poisse, et donc elle va faire une espèce d'intervention où elle va sortir du schéma énergétique ma sœur, entre son père et sa mère, pour qu'elle puisse ne plus avoir ce poids sur les épaules qu'elle porte, qui lui donne la poisse aujourd'hui. Enfin, c'est tout un système. Et tu te dis, mais waouh! Et après, je me dis, bon, est-ce que ça marche vraiment ou pas? On n'en sait rien. Mais je suis curieuse, du coup, de le faire pour moi, tu vois. Et c'est là que tout me revient. Je me dis, mais en fait, j'ai des traumas dans ma vie. Petite, j'ai été agressée sexuellement, j'ai été trahie plusieurs fois, j'ai été abandonnée par mon père, ma mère, pareil, j'ai pas grandi avec elle. Je me dis, en fait, tout ça, ça te laisse des traumas dans ta vie et tu t'en rends pas compte. Un petit peu, oui. Ouais. Et au bout d'un moment, je me dis, mais j'ai peut-être du travail à faire, tu vois. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et après, petit à petit, donc les constellations, j'en ai fait plusieurs. Ensuite, j'ai rencontré, pareil, une hypnothérapeute. Donc c'est un peu dans le même état d'esprit, mais là, c'est vraiment sur un fauteuil, en tête à tête avec elle, où elle te fait faire tout un travail visuel. Et pareil, ça a grave fonctionné chez moi, ça m'a aidé à débloquer des choses et tout. Après, y a eu des retraites au Népal, etc., des livres que j'ai lus, des formations aussi que j'ai faites. Et tout ça a fait que j'ai commencé à retrouver la lumière, à me ressentir alignée et à savoir ce que je voulais vraiment, et ça a marché, quoi. Et à te ressentir forte aussi. Hein. Ouais, à retrouver la femme que j'étais, tu vois, que j'avais éteinte toutes ces années. Parce que moi, je te trouve forte. Ouais, tu me l'as déjà dit ça. Ouais, je trouve que t'as un truc où je me dis... Elle, pour qu'elle tienne pas debout, faudrait y aller, quoi, tu vois. Ouais. Elle a un truc très doux, très gentil d'apparence, mais dessous, c'est un rock, on peut compter sur elle. C'est grandir seule, en fait, sur être très indépendante. Oui. J'ai toujours... moi, je suis le genre de personne qui demandera jamais d'aide à quelqu'un, qui a toujours appris à faire tout toute seule et qui... Enfin, pour que je demande de l'aide, il faut vraiment... T'as envie de casser ça un peu Alors des fois, je me dis que c'est important de pouvoir aussi donner la place à quelqu'un de le faire, tu vois. Même si t'es en relation de couple, quand tu dis que t'as jamais besoin d'aide, la personne en face a peut-être besoin aussi que tu sois un peu vulnérable. Exprime tes souhaits aussi. Ouais, c'est ça. Parce que très souvent... je ne remets pas en question du tout le patriarcat et le fait que les femmes souffrent de ça. Mais très souvent, moi, je vais avoir un truc où je vais reprocher à mon mec un truc que je lui ai même pas demandé. Ouais. Donc, si le monde était beaucoup plus égalitaire, il saurait qu'il faut que lui fasse ça, et voilà. Mais le monde n'est pas fait comme ça. Donc, malheureusement, je pense que pendant des années, il va falloir demander aux hommes, quand on est une femme hétérosexuelle, de nous aider, enfin, même pas de nous aider, de prendre la charge qu'il doit prendre, en fait. Ouais, mais bon, il y a un vrai travail. Ouais, oui, parce qu'après, la charge mentale, elle est liée à ça aussi. Il y a des femmes qui veulent pas... qui savent pas le dire, en fait. Ouais, et puis ils savent pas, se montrer vulnérables, tu vois, tout simplement. Moi, j'ai beaucoup de copines qui me disent, ah ouais, non, mais je ne laisse pas faire la bouffe, c'est pas bon. Je laisse pas faire la vaisselle, il sait pas faire. Mais du coup, après, au bout d'un moment, puis au bout d'un moment, tu fais tout, et après, tu te retrouves épuisée, et c'est là que tu perds
Voilà. Ton yin et ton yang, tu sais, on dit le côté féminin, masculin, tu prends trop ta part de masculinité, donc le yang, et tu mets de côté ton énergie yin, et après, c'est toi la femme forte, et au bout d'un moment, tu te sens en déséquilibre, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ce qui s'est passé chez vous. C'est Exactement. surtout, il y a eu ce déséquilibre-là, plus un énorme déséquilibre, c'est que toi, t'as changé en fait. Enfin, t'as évolué complètement. Ouais. Je dirais pas changer, mais je dirais évoluer, parce que j'ai permis de... Enfin, je me suis retrouvée complètement. Je me suis choisie, comme on dit aussi, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, je me suis tellement sentie retrouver cette lumière, etc., que je me suis dit... je sais que je suis dans le bon chemin, en fait, je suis dans la bonne direction. Et effectivement, j'ai évolué d'une manière qui n'a pas été la même que Eddie, je pense. Et c'est ça aussi qui a fait qu'à un moment donné, ça... Oui, vous vous êtes éloignés, en fait. Ouais, voilà. Toi, tu t'es vraiment... en plus, j'ai l'impression, quand on en parle, et après on rentrera pas dans les détails, parce que c'est quand même ta vie intime, mais que toi, tu t'es éloigné juste parce que t'étais en train de vivre ton chemin. Ouais. Et donc, ça vous a complètement distendu. Il y avait déjà des choses, hein. Voilà, il y avait des choses qui allaient pas. Il y avait déjà eu pas mal de tensions des années avant. C'est pour ça aussi que je m'étais un peu éteint et tout. Et puis, mais je me suis toujours dit, pour la famille, reste, en fait. Et oui, mais toi, t'avais envie de cette image. Oui, j'ai pas grandi avec une famille, tu vois, unie. Donc pour moi, c'était quand même assez important. Et Eddie, c'était pareil. Il avait eu ses parents qui avaient divorcé très tôt. Donc c'était très important pour nous d'avoir ce cocon familial, tu vois. Et du coup, je me suis dit, en fait, mets-toi de côté et vis pour ta famille. Enfin, protège ta famille. Ça a été ça pendant des années. Et c'est là, après, je me suis rendu compte que c'était pas le bon choix. Parce que j'ai été éteinte. Donc peut-être que oui, on avait une famille, on vendait du rêve dans le monde entier. Mais en fait, j'ai qu'une vie. Et là, je suis en train de... Je la vis pas, quoi. Je la vis pas comme je devrais la vivre. Donc, t'as fait le choix, c'est toi qui l'as fait, de partir, enfin d'arrêter, de stopper la relation. Sauf que ça prend du temps. Et puis, il y a aussi le moment où il faut l'annoncer aux enfants, à la famille, et publiquement. Toi, c'est pas juste le cataclysme normal de la vie des gens lambda. Toi, en plus, faut l'annoncer publiquement parce qu'il y aura plus de vidéos. Et on a mis du temps à l'annoncer publiquement. Parce quand on l'a annoncé publiquement, ça faisait déjà 4 mois qu'on était séparés. Ah waouh. Et oui. Et qu'on vivait sous le même toit. Mais c'est bien, tu t'es protégée, vous vous êtes protégée. Oui, aussi. Déjà, il fallait qu'on vive aussi cette séparation pour nous. Parce que principalement, ça reste quand même nous les sujets principaux. Même si on partage beaucoup de notre vie, il y a des choses qu'on garde, tu vois. Et puis la priorité, c'était les proches, tu vois, avant le public, tu vois. Et surtout les enfants. Et en fait, les enfants, on voulait pas leur annoncer comme ça d'un coup. Et j'avais parlé avec une personne qui m'avait dit, une énergéticienne qui m'avait dit, Edan est plus sensible. Donc prépare-le avant de lui annoncer la rupture définitive, tu vois. Donc en fait, petit à petit, je lui disais, tu vois, papa et maman sont un peu moins amoureux. Parce que lui, il me parlait de ses histoires d'amour à l'école. Et il me disait, c'est plus mon amoureuse, etc. Je sais, tu vois, papa et maman, ils sont plus amoureux. C'est un peu comme toi, et ton amoureuse, t'as changé d'amoureuse. Nous, en ce moment, on n'est plus trop amoureux. Peut-être que ça reviendra, peut-être pas, mais on verra. Puis après, un mois après, t'as vu, on dort plus ensemble. Je sais pas si on a déjà réfléchi à peut-être un jour avoir 2 maisons différentes, peut-être qu'on pense à se séparer, mais par contre, ça changera jamais l'amour qu'on a pour vous. L'amour entre 2 amoureux, c'est pas du tout le même amour qu'entre un parent et son enfant, tu vois. L'amour parent-enfant, il changera jamais, donc il faut pas que tu crois qu'un jour on va plus t'aimer comme nous. Enfin, je voulais surtout le protéger de ça aussi, et qu'il pense pas que c'est de sa faute, qu'il pense pas qu'on va plus l'aimer ou qu'on va l'abandonner aussi. Et puis, je parle d'Edan principalement, mais j'ai fait la même chose avec Ella, bien sûr. Et après, au moment où on allait se séparer, j'ai dit, en fait, on a trouvé une solution pour le moment. Le mieux, c'est qu'on fasse 1 semaine sur 2. Donc, c'est votre maison maintenant. Et 1 semaine, vous accueillez maman, 1 semaine, vous accueillez papa. Et du coup, ils étaient contents parce que Edan, il me disait toujours, j'ai pas envie de changer de maison, j'aime trop notre appart, j'aime trop ma chambre. Donc, du coup, on a dit, pour le moment, on a trouvé cette solution. Et puis, petit à petit, peut-être qu'on aura 2 maisons plus tard, mais pour le moment, on va faire comme ça. Et du coup, ils l'ont pris très bien parce qu'ils ont été préparés. Ouais. Et surtout, ils sont dans la maison qu'ils ont connue. S'ils partent, ce sera dans un moment. Ils seront peut-être un tout petit peu plus grands. C'est vrai qu'un enfant, d'un an à l'autre, t'es là, genre, c'est plus du tout la même personne. Donc, oui, puis on voulait pas que ce soit trop brutal et comme ça. Non, puis c'est trop bien comment vous l'avez fait. Bon, après, je pense qu'il y a les off entre vous deux et il y a les on avec les enfants. Et ça, vous avez réussi à gérer ça ensemble. On s'est dit que les enfants, c'était la priorité. Même si entre Eddie et moi, il y a eu des tensions. Parce qu'effectivement, une rupture, ça se fait pas comme ça, sur un coup de tête, et genre tout le monde est heureux, et voilà. Enfin, ça peut se faire comme ça, mais là, en l'occurrence, non. Mais par contre, les enfants, c'était la priorité, ça, c'est sûr. Après, il y a la famille.
Donc ça s'est passé comment ? La famille, ça a été, moi, assez rapide, parce que ma famille connaissait plus ou moins déjà mes ressentis depuis un moment. Ça faisait déjà 3-4 ans que je leur disais que ça allait plus trop et tout. Donc, ils étaient pas choqués. On avait un peu plus peur pour la famille d'Eddie, qui, eux, connaissaient moins l'histoire, voilà. Mais au final, ils ont bien respecté aussi, parce qu'on a fait les choses proprement aussi. Ouais. Et puis, tu vois, on s'est pas... c'est pas déchiré, quoi. Donc on a fait ça le plus convenablement possible aussi. Donc, Et après, il y a les réseaux. Les réseaux, ça a été... il fallait l'annoncer chacun de notre côté, à notre manière. Je me souviens qu'Eddie avait écrit un premier texte et dessus, en fait, il disait « Ouais, elle est plus amoureuse de moi, elle m'a quittée, etc. » Je lui disais « Mais tu peux pas dire ça parce qu'en fait, en l'occurrence, si je suis partie, c'est aussi parce qu'il s'est passé des choses, tu vois. Il y a des choses qui n'allaient plus et tu peux pas me faire porter tout le chapeau. Sur l'histoire, on est à 2 à l'avoir vécu et à un moment donné, notre couple, voilà, il a pas survécu, mais je suis pas la seule responsable, tu vois. Et donc, il a un peu plus changé sa version, mais je pense que les gens comprennent que c'est moi qui ai décidé de partir et lui qui aurait voulu qu'on continue, mais ça faisait déjà un moment qu'on essayait de continuer et que ça marchait pas. Donc, à un moment donné, tu te dis, je peux pas passer à côté de ma vie, quoi. Et puis une femme qui est décidée, désolée de vous le dire. Une fois que tu prends la décision, c'est radical. Généralement, c'est assez radical. Il y a des exceptions, évidemment. Parce que là, on va avoir des commentaires de « bah non ». Quand elle prend du temps, la décision. Oui, c'est si ça. elle est sur un coup de tête, peut-être. Mais quand tu as mûri la réflexion pendant longtemps, ouais. Ça sent mauvais. Il y a aussi toute l'organisation, on en parlait tout à l'heure. Justement, un service comme Wicasa peut vous aider dans l'organisation. C'est vrai. Non, mais avec des massages, du ménage, etc. Et ça te sauve. Tu m'as dit, bon, t'as l'impression que t'es face à la montagne, que la montagne elle est super grande, mais en fait ça va, on gère. Au moment où on s'est séparés, je me suis dit, oula, il y a plusieurs étapes. Il y a annoncé donc famille, enfants, etc. Il y a ensuite le côté appartement, qu'est-ce qu'on fait ? On a acheté ensemble, comment on va gérer cet appart ? Il n'est pas fini de payer. Voilà, comment on va gérer cet appart ? Est-ce qu'on le revend ? Est-ce qu'on le loue ? Est-ce qu'on fait comment on fait notre vie chacun de notre côté ? Donc, et puis tu m'as dit un truc qui est important, je pense que les gens qui nous écoutent et qui te connaissent doivent se dire « Oh de toute façon, ces gens-là, ils ont de l'argent. » Tu ne peux pas aujourd'hui avoir 2 lieux. Non, tu ne peux pas financièrement, payer, je peux pas. Tu ne peux pas payer ça et t'acheter un autre truc, quoi. Mon prêt, certes, c'était l'appart de rêve, mais il a un coût. C'est l'appart de rêve. Donc du coup, le prêt est tellement élevé que je peux pas me permettre d'avoir un autre. Donc là, une semaine sur 2, je suis obligée d'aller à droite à gauche chez des amis, etc. pour que lui, il ait l'appart avec les enfants. Et après, quand c'est ma semaine, je suis avec les enfants et je profite à l'appart. Mais je vais pas rester comme ça éternellement. Donc à un moment donné, il va falloir trouver des arrangements. Donc en fait, la montagne, il y a plein de choses à faire. Et en fait, au début, oui, je la regardais d'en bas en me disant, je me souviens, j'étais au Népal. En plus, j'étais en train de grimper une montagne dans l'Himalaya. et je me disais, en fait, step by step, c'était vraiment la bonne image, tu vois. Step by step, tu y arrives, en fait, à grimper le sommet. Et au début, t'es en bas et tu te dis, mais je vais jamais y arriver, il y a trop de choses à faire. Limite, t'as envie de baisser les bras et te dire, je retourne en arrière, tu vois. Et tant pis, si je suis pas heureuse, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a des chiffres qui sont sortis sur le nombre de personnes qui restent ensemble pour le quotidien. Parce que, non, et puis il faut le dire, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se quitter. Vraiment pas les moyens. Parce qu'il y a une personne qui assume les finances et une personne qui assure de gérer les enfants, parce que c'est très cher de gérer des enfants quand on n'a pas les moyens de se payer une nounou, etc. Parce que ça a un coût de travailler beaucoup aussi. Alors, on est obligé d'avoir des gens qui nous assistent quand on n'a pas les grands-parents et tout. Et ils restent ensemble pour ça et ça peut finir très mal. Ah bah ouais, mais ça, je veux bien le croire. Et des fois, tu es là à te dire, je vais baisser les bras et tant pis, tu vois. Et après, tu te dis, mais non, mais je me suis enfin choisie, je me sens tellement mieux que je peux pas, en fait, baisser les bras. Et donc, tu te dis, en fait, au lieu de penser tout de suite au sommet, pense déjà à la première étape. Et déjà, t'atteins cette première étape, l'annonce, les machins. Deuxième étape, appart. Mais entre-temps, tu profites un peu, t'essayes de te retrouver aussi, tu vois. Mais t'essayes d'avoir un équilibre de vie aussi, tu vois. Là, je sais que c'est un peu dur pour moi, par exemple, de me retrouver une semaine sur 2, à droite à gauche, à faire des valises toutes les semaines, etc. Mais je sais que c'est bon pour les enfants pour le moment. Parce que c'est pas à eux de faire ça, tu vois. Après, j'ai aussi parce que tu restes aligné avec ce que t'as dit. Voilà. Ouais. Et puis je sais que la prochaine étape, j'irai encore mieux quand j'aurai enfin trouvé comment on va s'arranger pour l'appart et que j'aurai mon lieu à moi, tu vois. Et petit à petit, ça va monter et ça me fait plus peur, tu vois, parce que je sais que maintenant, je suis ancrée dans ça, quoi. Mais tu vois, quand je te dis que t'es forte, moi, je te trouve méga forte. Parce que t'as des gens qui diraient, et je l'entends, et c'est pas grave de pas être forte, hein. Parce que moi, très souvent, je suis pas forte. Ouais. Par exemple, là, il m'est arrivé un truc dans le boulot, et tout le monde me disait, reste forte, tiens bon,
bah non, en fait, je me suis effondrée en pleurs devant les gens qui bossent avec moi. Mais parce que, en fait, c'est pas grave de montrer aux autres que parfois on n'a pas la force, on n'a plus la force. Chose que t'as faite au début quand t'as commencé à travailler sur toi pour trouver des solutions. T'étais peut-être à bout, t'as laissé tomber les bras et voilà. Et justement, tu le fais pas. Mais moi, je pense que c'est très important de demander de l'aide. Il n'y a aucun mal à demander de l'aide. Appeler un ami, la preuve là, de dormir chez des gens, c'est de l'aide. Bah, tu vois, en vrai. Et ça peut être gênant de dire à tes amis, bon, bah là, je suis en pleine séparation, je voudrais dormir chez toi et tout. Puis finalement, je pense que tu te rends compte que les gens sont très contents de t'accueillir. Ouais, carrément. En fait, je me rends compte. Moi, j'avais peur justement de déranger. Alors, ça, c'est mon gros défaut aussi, de comme beaucoup de gens, de déranger. Et en fait, ça me permet de passer plus de temps avec mes amies. Et puis, en plus, elles sont célibataires sans enfants, donc elles la kiffent, tu vois. Donc, non, en vrai, il y a du bon aussi, tu vois, au final. Et ouais. Et il y a toute une logistique de l'après. Et donc ça, c'est la deuxième ou troisième step de la montagne, c'est ça? Ouais, je pense qu'après, effectivement, une fois qu'on aura... Et puis en plus, avec Eddie, on a quand même un milieu où on voyage énormément chacun et on n'est pas... Tu vois, là, on dit une semaine sur 2, mais en fait, des fois, il part pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, il faut que je m'organise. En fait, on ne peut pas avoir un planning juste, lui et moi. Bah oui. Donc on a le planning, on s'arrange, en fait. Heureusement qu'on s'entend pour ça. On essaye On n'est pas copains encore, tu vois, parce que je lui ai dit qu'il faudra du temps pour qu'on soit des amis. Et je rêverais d'être amie avec mon ex pour qu'on s'entende trop bien pour les enfants, parce que c'est la priorité. Pour le moment, il y a encore du décalage dedans, donc on laisse les choses faire petit à petit. Mais par contre, on sait qu'on va mettre en priorité... voilà, je connais son travail, il connaît le mien, et donc avec les enfants, s'il doit partir 2 semaines, je vais le laisser partir 2 semaines et c'est ok. Si je dois partir 2 semaines, il va me laisser, et voilà, on arrive à s'arranger. Oui, vous respectez les emplois du temps quand même de chacun. Ouais. C'est votre force. On n'est pas en guerre sur ça. Voilà, et surtout vous savez sur ça. Non, mais parce que tu pourrais être en guerre facilement, tu vois, dans une séparation. Oui, puis pour t'embêter, il pourrait dire désolé, c'est ta semaine. Ouais. Parce que en vrai, moi je connais comme ça. Hein. Moi la plupart. On a de la chance là-dessus. Mais... Moi, la plupart des couples que je vois qui se séparent, c'est samedi, tu peux pas parce que t'as un truc. Désolé, c'est ta semaine. Ouais, non, mais c'est clair. Et c'est là où c'est triste, je trouve, parce qu'il y a le côté, il faut se tenir à ses engagements, etc. Et les enfants aussi doivent avoir une certaine stabilité. C'est-à-dire que là, c'est une semaine, là, c'est une semaine. Mais je trouve ça triste parce que c'est un peu se tirer dessus et s'emmerder, alors que la priorité, c'est les enfants. Ouais. Et donc, que si toi, tu fais pas tes 2 semaines de voyage, en fait, t'as pas de thunes. Et donc c'est un cercle. Non, et puis même, tu vois, après, on fait le même métier. C'est ça aussi qui aide. C'est ça qui fait que vous C'est-à-dire qu'il me comprend comme je le comprends. Donc ça nous aide. Je peux comprendre qu'une personne qui fait pas ça, et là, ils disent, maintenant, c'est tes problèmes, c'est tes emmerdes. Voilà. Mais moi, j'ai besoin de lui aussi dans ces cas-là, quand j'ai besoin de 2 semaines. Donc, en fait, on est obligé de s'arranger. Et les voyages, est-ce que toi, tu vas réduire un petit peu ou pas tant? Ouais, je me concentre aussi sur d'autres projets du coup qui m'animent. Parce que toi, t'avais envie de faire un peu autre chose aussi. Ouais, moi j'étais pas voyage de base. Oui. Moi, alors maintenant j'aime bien, je me concentre sur des voyages mais plus spirituels ou plus pour moi ou vraiment pas forcément pour Instagram, tu vois, vraiment des voyages personnels. Ça, j'ai envie d'en revivre. Oui, ou t'en parles très peu. Il y a certains, t'en parles. Mes propres voyages, tu vois. Ouais. Et j'ai envie de revivre ça en fait, parce que là, ça a été pendant 8 ans que des voyages professionnels pratiquement. J'ai fait le tour du monde, mais voilà, dans le cadre pro. Là, j'ai envie de voyager maintenant d'une manière différente, tu vois. Ouais, et surtout, est-ce que t'as d'autres idées de création de contenu, de choses que tu veux faire? Après, du coup, comme je te parlais tout à l'heure de l'écriture, je suis en train de me remettre dedans. C'était quelque chose que j'avais un blog à l'époque et il cartonnait en plus et je l'ai perdu parce que j'ai oublié de payer le nom de domaine. Mais non. Mais non. Bêtement. Parce que j'avais arrêté d'écrire en devenant mère, j'avais plus le temps. Donc du coup, j'ai un peu abandonné le blog et après, un jour, je suis revenue dessus, vous avez pas payé le nom de domaine, donc du coup, il avait été tout supprimé. Oh, mais c'est horrible. J'étais dégoûtée et je me suis dit, plus jamais j'ouvrirai un blog. Mais par contre, j'aime toujours autant l'écriture, donc voilà. Donc je me suis mise sur... j'ai écrit un bouquin depuis très longtemps déjà, mais que j'avais arrêté quand je suis devenue mère, j'avais plus le temps. Donc j'ai repris un peu. Pareil, pour un magazine, j'ai des propositions pour écrire des articles. Et puis à côté de ça, je recommence à travailler un peu dans le milieu mode, beauté, etc. J'essaie de retrouver en fait ce qui m'animait beaucoup, quoi. Ouais. Et là, avec les enfants, ça va? Eux, ils vont très bien. Alors pour le coup, je suis même bluffée, tu vois. J'avais peur, c'était ma plus grosse angoisse. Tu vois, ça faisait partie dans la montagne, l'annonce aux enfants. Parce que tu brises un peu une famille et puis tu brises leur petit cœur, tu vois, au final. Et toi, c'est la dernière chose que tu veux. Et en fait, pas du tout, parce que je pense que je les ai tellement bien préparés qu'ils l'ont bien pris. Alors, bien sûr, je sais qu'Edan a un rêve, c'est qu'on revienne ensemble. Mais bien parce sûr. que je suis tombée sur
un cahier où il écrit, enfin sa maîtresse leur avait demandé en début d'année d'écrire leurs vœux pour la nouvelle année. Et donc il avait écrit que mon père et ma mère se remettent ensemble, tu vois. Ça a dû te... Et j'étais là, et du coup j'ai eu une conversation avec lui, je lui dis tu sais pourquoi on est séparés et tout. Alors lui il me dit oui parce que... il était à côté de la plaque. Il m'a dit oui parce que quand vous faites des voyages et que papa il veut faire des photos et vous vous disputez parce que toi au bout d'un moment t'en as marre parce qu'il arrête pas et toi tu dis stop j'en peux plus et tu t'énerves. Je fais non c'est pas à cause de ça mais oui entre guillemets mais c'est pas du tout à cause de ça. Et donc je lui dis tu sais voilà il s'est passé des choses, à un moment donné l'amour voilà enfin j'ai essayé de lui parler calmement mais il a compris, puis il m'a dit bah c'est bon, alors du coup je change mon vœu. Mon vœu c'est d'avoir le pouvoir de la téléportation. Comme ça je peux aller un coup chez toi, un coup chez lui, enfin tu sais, te voir quand je veux, etc. Mais il est trop mignon lui. Mais c'est insensible. C'est un très bon sensible, ouais. Et, mais ils le vivent bien parce qu'en fait on a ce côté, on fait une semaine sur 2, mais par exemple le mercredi on les passe tous ensemble en 4, tu vois. Genre on sait que c'est leur activité, c'est des activités foot, danse et tout. Et du coup bah on va les voir. Donc moi je passe un peu de temps avec Ella, puis après je vois Edan et lui et puis des fois à la maison on se retrouve à 4 et on fait des jeux de société et voilà et puis et après chacun repart le soir, tu vois. Mais enfin lui il reste ou moi je reste et lui il part. Mais on essaye d'avoir des moments quand même famille, tu vois, même si on n'est plus Oui, toi, t'aimerais limite que dans le temps, avec Eddie, vous soyez, comme tu dis, potes, et que vous puissiez même repasser des moments ensemble dans une autre version de votre histoire, en fait. Ouais, et que ça dérange pas, en fait. Tu vois, tu peux passer des moments avec ton ex sans qu'il y ait des reproches, de l'ambiguïté ou n'importe quoi, tu vois. Et ça, je sais que ce sera beaucoup plus tard, je pense, parce que pour le moment, voilà, c'est encore trop récent. Mais pour les enfants, on sait que c'est important aussi pour eux parce que Edan, il m'a toujours dit ouais, j'aime bien quand je passe du temps avec vous deux, tu vois. Bon après la psy, j'avais vu une psy pour justement ça s'appelle Kids and Family. C'est une psy qui va permettre de mettre en avant les enfants ça peut être dans une séparation, mais elle va aider les enfants dans plein de domaines de leur vie. Elle m'avait aidé pour le sommeil de Edan au départ quand il dormait pas. Elle m'avait aidé pour l'endormissement, mais elle va aider aussi lors des séparations pour que ça se passe bien. Et à un moment donné, bah, en fait, au début de notre séparation avec Eddie, c'était quand même assez tendu parce que moi, je partais, mais lui, il voulait pas. Donc forcément, au bout d'un moment, il me voyait vivre ma vie et lui, il voulait juste qu'on revienne ensemble. Mais je savais qu'il y avait enfin, c'est plus possible, en fait. C'était brisé. Il y avait quelque chose qui s'était brisé, donc on pouvait plus. Et la psy... et pendant longtemps, au début, il fouillait un peu... Bon, on a vécu pendant 4 mois ensemble, en fait, en coloc, avant de décider de faire une semaine. Et pendant 4 mois, il fouillait un peu mes affaires pour voir si je rencontrais quelqu'un, si je faisais... Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est plus possible parce que là, je l'ai quitté pour me retrouver libre, me retrouver moi, me choisir, mais en fait, je suis encore plus fliquée qu'avant. Et là, à ce moment-là, c'est pour ça que je lui ai dit, il va falloir qu'on vive séparément une semaine sur 2, tu vois. Mais pendant ces 4 mois, ouais... je sais plus pourquoi je parlais de ça déjà de base. De la psy. Et la psy, en fait, du coup, on l'avait vue à 2. Et donc, elle nous avait donné des conseils en disant qu'en fait, il ne faut pas rentrer dans l'intimité de l'autre, tu vois, et qu'il faut respecter que les appels... Parce que moi, quand c'était pas ma semaine, Eddie m'appelait tous les jours, alors que j'étais pas avec les enfants, pour savoir où j'étais, ce que je faisais. Et quand c'était sa semaine libre, et moi avec les enfants, moi, je l'appelais seulement si les enfants voulaient lui parler, mais... Oui. Et lui, bah, il essayait d'appeler tout le temps, il trouvait toujours un moyen de... Et la psy avait dit non, il faut que vous vous contactez seulement quand c'est pour les enfants. Le sujet, c'est les enfants. Personne ne rentre dans l'intimité de l'autre. Vous allez vous faire du mal, vous allez... ça peut mal se terminer, en fait, tout ça. Il faut se protéger. Et franchement, cette psy, elle avait donné plein de bons conseils, et puis il les a appliqués, et maintenant, ça va mieux, tu vois, petit à petit. Mais je sais qu'au début, c'était très dur. Donc on va pas devenir potes tout de suite, mais petit à petit, ça va... Oui, parce qu'au final, vous avez quand même vécu de grandes choses ensemble, vous avez fait 2 enfants. Bien sûr, ça restera le père de mes enfants à vie, donc j'ai besoin d'avoir une bonne relation avec lui, quoi. Aujourd'hui, tu te sens comment, toi ? Moi, je me sens bien, je me sens alignée, je me sens... Alors, j'aimerais avoir mon chez-moi. Je pense que là je me sentirais encore plus et pas dépendante des autres parce que là je me sens un peu dépendante des fois des gens mais je sais que j'ai pris la bonne décision et je me retrouve vraiment, tu vois. On a 2 questions signature à la fin du podcast. La première question c'est c'est quoi ton tips anti-charge mentale au quotidien pour les hommes et les femmes qui nous écoutent ? Demander de l'aide. Je ne le fais pas, mais faites-le. Non, mais en vrai, si, parce que je dis que je demande pas, mais quand je devais partir et que la mère d'Eddie devait venir garder les enfants, c'était de l'aide, tu vois. Bah oui. Et en vrai, si, l'anti-charge mentale, c'est quand même de pouvoir savoir qu'on peut se reposer sur quelqu'un
on peut pas tout gérer tout seul, tu vois. Et aussi s'accorder des moments, en fait, où tu souffles, où t'es toi, quoi, où tu vois, partir en retraite, comme on a fait, etc. Moi, ça m'a fait un bien fou, parce que c'était la première fois où je me disais, ah, mais attends, je ne suis pas juste une meuf sur les réseaux, une meuf en couple, une meuf avec un enfant. En fait, je suis moi, à la base. Ouais. Et ça, c'est important. Vous me disiez beaucoup pendant la retraite, t'es la boute en train, tu nous fais marrer et tout. Mais en fait, ça faisait des années que je n'avais pas fait autant de vannes à la seconde, parce que je me disais... Enfin, non, en fait, j'étais fatiguée, quoi. Non, mais c'est ça, c'est que dans le quotidien... En fait, il faut sortir de son quotidien pour apaiser sa charge mentale. Il faut s'accorder des moments de pause, mais de pause dans ta vie famille, travail, et voilà. Et nous, c'est vrai qu'on a la chance parce que finance, parce que voilà, et il y a plein de gens qui peuvent pas mais des fois, spécialement le faire. Mais parfois à la campagne, je sais pas, c'est ça. Tout con, mais... Là, je sais, j'ai reçu Nadège sans gêne, je sais pas si tu vois qui c'est, elle est incroyable. Et elle disait, mais en fait, même. Je dois aller voir son spectacle. Il faut que tu y ailles. Elle est vraiment, pour cette meuf, est ouf. Il y a un épisode avec elle dans cette saison. Et justement, elle disait 2 choses. Il y a une après-midi par semaine pour elle, où elle ne fait que aller boire un café en terrasse, ne rien faire, un resto, un massage, quelque chose pour se faire kiffer. Ouais. Et donc elle, avec son mec, elle l'a un peu survolé, mais je pense qu'il y a eu des difficultés. Ils se font un date par semaine. Mais un date où il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Ils se regardent dans les yeux. Est-ce qu'ils se kiffent encore ? Est-ce qu'ils se draguent encore ? Est-ce que voilà. Mais c'est important de préserver ces moments-là, je trouve. Mais oui, mais on n'y pense pas parce qu'en fait, le quotidien, il nous bouffe. Il nous bouffe, quoi. Il nous roule dessus. Et vous, en plus, il y a ce truc, et tu l'as dit plusieurs fois, et je vois très très bien parce que c'est le premier truc que tout le monde te disait pendant cette retraite qu'on a fait ensemble. Il y avait le truc, râlez pas, vous avez la vie de ouf, en fait, votre couple. Et puis surtout sur les réseaux, votre couple, il est idéal. Ouais. Tu vois ? Alors qu'en fait, on s'arrêtait jamais. Bah oui. Moi, je me rendais compte de la version des gens, l'image qu'ils avaient. J'avais envie de dire, mais en fait, c'est pas la vie de rêve, quoi. Mais oui, c'était du non-stop. J'avais pas de vacances, puisque ce voyage, c'était travail. Les vacances, c'était chez toi, en fait. Ouais, c'est pour ça que moi, les retraites, ça m'a fait vraiment du bien, parce que je me suis dit, mais en fait, là, waouh. Je tiens à le dire aux gens, j'ai passé 1 semaine avec toi. T'es celle qui prenait, je pense, le moins de photos. Ouais, c'est vrai, en plus. C'est vrai. Ah ouais, mais c'est pour ça que je te dis, maintenant, je voyage différemment. Ouais. Et la deuxième question signature, que j'aime beaucoup, mais qui est une question un peu... profonde. Qu'est-ce que c'est pour toi une famille heureuse ? Alors, une famille heureuse. Ça, c'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question parce que je me dis que maintenant je suis plus dans le cadre familial, tu vois. Qu'on imagine. Oui. Ouais, mais je me dis que même dans la séparation, tu peux être une famille heureuse parce qu'en fait, on est toujours une famille malgré la séparation, tu vois. C'est ça que je me dis, c'est que, et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs à Eddie. Je lui dis, mais en fait, on est peut-être plus un couple, mais on sera toujours une famille, quoi qu'il arrive. Et on sera toujours une team, tu vois. Donc je pense que l'important déjà pour être une famille heureuse, c'est d'avoir de la communication entre nous et de la bienveillance, tu vois, et mettre je vais pas dire les enfants en priorité parce qu'il faut aussi se mettre en priorité, mais toujours penser au bien-être des enfants, tu vois. Et pour moi, si eux ils sourient, ils sont heureux, nous on suit derrière. Et en fait, si nous on est tendus, etc., eux ils vont le ressentir. Donc en fait, il faut garder cette harmonie. Et puis nos problèmes, c'est entre nous et de pas les impacter sur les enfants. Enfin, en fait, avoir une famille heureuse, c'est savoir communiquer et se respecter surtout. Trop bien. Ouais. J'adore cette version de la famille heureuse. Merci Julia, merci de te confier à chaque fois, mais à chaque fois tu dis... Franchement, je me dis, je vais pas aller la chercher sur ça va peut-être l'embêter de le dire et tout. Et en fait, tu dis les choses. T'es tellement sincère. Enfin, voilà, c'est trop bien. Je pense que les gens qui t'écoutent, il y a plein de gens qui vont se retrouver dans ton histoire. Je pense que c'est assez commun. On sait que déjà, l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça change le couple. Parfois, ça le renforce. Parfois, pas du tout. Parfois, on arrive à sauver les meubles et à repartir dans une autre histoire. Et puis, parfois, cette histoire, elle a duré... Le temps qu'elle a duré, elle a été belle, dure, compliquée, merveilleuse. Et c'est terminé. Et tu nous as bien montré que parfois partir, c'est se choisir.
Donc c'est hyper important. Merci encore une fois d'être mon ami et d'être venu ici dans ce podcast. À très vite. À très vite. Merci à vous qui nous écoutez. Merci de suivre ce podcast que j'adore, où on parle de la famille autrement. Il y a différents types de familles, il n'y en a pas qu'une, il y en a des millions. Chaque famille est unique finalement. Merci à Wikaz de me faire confiance pour ce super podcast, d'inviter tous mes potes. Et merci à Marion qui est derrière la caméra avec nous. Je la cite jamais, mais c'est une super réalisatrice et monteuse. À très vite. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires qui soient gentils. À très bientôt. Ciao. Ciao.